Nous avons eu des millions et des millions de personnes venant principalement du monde arabo-musulman qui sont arrivées dans notre pays. Alors aujourd'hui, on peut légitimement s'interroger sur le risque de grand remplacement. Dans un pays de 70 millions d'habitants, je parle de mon pays, la France, vous avez 500 000 entrées légales par an, plus les clandestins. Eh bien, en quelques décennies, vous pouvez être remplacé purement et simplement, c'est-à-dire que les populations d'origine peuvent devenir minoritaires. Vous êtes, Nicolas, un des rares eurodéputés qui parle des frères musulmans. Il ne faut pas croire que les islamistes qui prospèrent dans nos pays et qui constituent une menace ont tous le physique et les vêtements de Ben Laden. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Il y a une méga mosquée qui est en train d'être construite à Strasbourg. La plus grande mosquée d'Europe, dans une des capitales de l'Union européenne. C'est une démonstration de force politique. La mosquée de Strasbourg dont vous parlez, elle est financée par la Turquie. Et si on veut éradiquer l'islamisme en Europe, en France, en Belgique, eh bien, il faut commencer par cesser de chouchouter ceux qui sont les soutiens et les financiers les plus actifs depuis l'étranger de cette mouvance islamiste sur le sol européen. Le Qatar défend les islamistes, il est lié aux frères musulmans. On doit cesser de lui dérouler le tapis rouge comme on le fait depuis maintenant des années et des années. Tant de mettre un peu d'ordre dans tout ça, traiter Erdogan et le régime turc pour ce qu'il est, un régime islamiste qui doit être traité comme un ennemi. Voilà, donc il faut choisir nos alliés. À l'évidence, les Émirats arabes unis sont un allié. Un allié fiable des pays européens. Oui. Un pays qui respecte les libertés fondamentales, qui combat les frères musulmans. Nicolas, commençons par les changements qu'on voit en ce moment en Europe et surtout en France. On a un changement, une montée de l'islamisme qui est liée fortement au changement démographique. La France, elle subit en réalité, et l'Europe d'ailleurs, mais la France en première ligne, subit une immigration massive incontrôlée depuis des décennies. Depuis les lois sur le regroupement familial qui ont eu lieu dans les années 70. Et ensuite, il y a d'autres pays qui nous ont imités, mais il y a quand même beaucoup de pays européens qui ont été plus prudents et qui n'ont pas mis en place un système social très attractif pour l'immigration. Mais parce que nous sommes dans un espace ouvert, l'espace Schengen, qui est un espace de libre circulation au sein du continent européen, eh bien, ceux qui arrivent en Espagne, ceux qui arrivent en Italie, ceux qui arrivent en Grèce ou par la route des Balkans, et bien ensuite ils circulent librement et souvent ils s'installent en France, en Belgique, c'est-à-dire dans les pays qui offrent des avantages sociaux, offrent des conditions d'accès à la nationalité qui sont les plus avantageuses de toute l'Europe et même du monde. Voilà, donc le résultat c'est quoi? C'est que nous avons eu des millions et des millions de personnes venant principalement du monde arabo-musulman qui sont arrivés dans notre pays. Alors aujourd'hui, on peut légitimement s'interroger sur le risque de grand remplacement. C'est pas un gros mot parce que lorsque dans un pays de 70 millions d'habitants, je parle de mon pays, la France, vous avez 500 000 entrées légales par an plus les clandestins, eh bien en quelques décennies, vous pouvez être remplacé purement et simplement, c'est-à-dire que les populations d'origine peuvent devenir minoritaires. Ça n'est pas le cas encore en France, mais c'est déjà le cas dans certaines villes, certaines provinces en France et en Belgique. Et donc, évidemment, cette immigration de masse, elle produit aujourd'hui des conséquences concrètes. Les conséquences, c'est le communautarisme d'abord, puis l'islamisme, puis parfois le terrorisme. Ça ne veut pas dire que tous les étrangers, évidemment, sont des terroristes. Bien sûr. Mais tous les terroristes, tous ceux qui ont frappé, endeuillé nos pays ces dernières années, sont tous immigrés ou issus de l'immigration et souvent en situation clandestine ou régularisés ou bénéficiant finalement d'un accueil généreux et irresponsable. Et donc aujourd'hui, non seulement les robinets de l'immigration ne sont pas fermés, mais on traite évidemment les conséquences de cette immigration, c'est-à-dire une insécurité très forte, très élevée et largement liée à ces populations, et le développement de l'islamisme, c'est-à-dire d'une idéologie politico-religieuse qui vient frontalement remettre en cause les lois de la République, bien sûr, mais ce que nous sommes au plus profond, c'est-à-dire nos valeurs de civilisation. Le grand remplacement, c'est un terme qui est considéré comme une conspiracy theory, une théorie de complot. Et c'est très intéressant d'entendre un membre du Parlement qui, au final, n'est pas aux extrêmes politiques, mais qui fait partie de l'establishment, de l'établissement politique français. Il y a 2 livres qui sont devenus assez populaires parmi les anglo-saxons, entre autres La soumission de Houellebecq et Le camp des saints. Est-ce que ces 2 visions qui ont été représentées dans ces livres, est-ce que c'est une réalité à laquelle on se rapproche, cette vision houellebecquienne du changement de système politique par l'immigration, ou la version du camp des saints d'un déclin enclenché par une immigration de masse à travers la Méditerranée? Est-ce qu'aujourd'hui, cette réalité-là de ces 2 livres, qui sont vraiment des livres considérés
extrémiste, malgré le fait que Houellebecq en fait est un auteur très respecté par le salon, par l'établissement français. Raspail comme Houellebecq ont été, chacun à leur époque d'ailleurs, ont été prophétiques, puisque Raspail, dans Le Camp des Saints, décrit une situation qui aujourd'hui est quasiment une réalité. Il expliquait qu'une immigration massive, anarchique, incontrôlée peut aboutir à priver irrémédiablement nos populations d'origine de leur propre sol, de leur propre histoire, de leur propre pays. C'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, cette menace, elle existe. Et il y en a beaucoup qui considèrent que la civilisation européenne est tellement grande, qu'elle a tellement rayonné à travers le monde qu'elle serait immortelle en quelque sorte. Mais l'histoire nous enseigne le contraire. L'histoire nous enseigne que les civilisations peuvent mourir et disparaître. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont disparu. Beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être vigilant. Et puis, Houellebecq avec Soumission, mais il décrit la conséquence de tout ça. La conséquence, c'est en effet un changement de système politique, parce que lorsque vous avez des gens qui viennent du monde musulman, eh bien, ils viennent avec leurs mœurs, avec leurs coutumes, avec leurs règles d'organisation politique et sociale, parce que il y a aussi un écueil courant d'ailleurs dans le débat politique français et européen, c'est de considérer que l'islam serait finalement une religion tout à fait similaire aux autres religions monothéistes, et notamment chrétiennes ou le judaïsme. Alors que l'islam, c'est une spiritualité, oui, mais c'est aussi une organisation politique et sociale. Et c'est tout le problème, c'est que dans cette dimension-là, l'islam n'est pas compatible avec notre fonctionnement à nous, nos lois, le principe de la laïcité. Je parle de la saine laïcité, c'est-à-dire la neutralité philosophique et religieuse des institutions. Je parle pas du laïcisme d'extrême gauche qui en fait consiste à vouloir détruire méthodiquement nos racines spirituelles, c'est-à-dire le christianisme. Ça, c'est autre chose. Mais une saine laïcité, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, c'est-à-dire la distinction des sphères temporelles et spirituelles, ça n'existe pas dans l'islam. Alors, ce qui est vrai, si on va au bout de la réflexion, c'est qu'il y a des musulmans qui ont adapté leurs pratiques à notre système politique, à notre organisation sociale, et qui nous respectent. Il y en a, c'est vrai. Mais c'est ils ont fait une entorse en quelque sorte à la règle du livre. Et c'est d'ailleurs tout le problème, c'est que lorsque les musulmans, on les appelle comme on veut, intégristes, intégraux, radicaux, rappellent la règle, eh bien, souvent, ceux qui ont une pratique plus modérée sont bien en peine de leur opposer une vraie vision de théologie. Ils leur opposent une pratique, ils le font même parfois avec sincérité, mais ils ne sont pas capables d'opposer un système alternatif en s'appuyant sur la religion, sur la théologie. Donc c'est évidemment tout le problème. Et plus fondamentalement, nous ne sommes pas dans une guerre de religion, on ne conteste pas la légitimité de l'islam en terre d'islam, mais ce que nous ne voulons pas, c'est parce qu'on a fait venir ou laissé venir une immigration totalement déraisonnable en nombre ces dernières décennies, eh bien, à ce que ça aboutisse à faire de l'Europe une terre d'islam. Nicolas, j'allais vous poser des questions assez différentes de la conversation qu'on a maintenant, mais on a enclenché un débat, une discussion extrêmement intéressante sur les chiffres. Est-ce que vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui serait en faveur de la rémigration ? Tout dépend de ce qu'on appelle la rémigration. Oui, moi je suis Comment est-ce que vous favorable. comprenez la rémigration, Nicolas ? Vous savez, c'est toujours le problème de ces termes. C'est exactement, vous me parliez, je fais une petite digression, vous me parliez du grand remplacement, en disant, certains disent que c'est une théorie complotiste. Moi, je parle pas de ça. Wikipédia, si Moi, on regarde Wikipédia, il y a c'est une théorie de l'extrême droite. C'est pas exact, c'est simplement une description, sinon d'une réalité, du moins d'une menace qui est très prégnante. Oui. C'est-à-dire qu'encore une fois, 70 millions d'habitants, 500 000 entrées par an, en 20 ans, 30 ans, 40 ans, il peut y avoir une vraie substitution de population. Il suffit d'aller se balader à 3 km d'ici à Molenbeek, où j'étais hier, où on m'a chassé. J'étais avec un membre du EPP, qui est un parti centriste. On s'est fait chasser, nous, nos caméramans, notre sécurité, on s'est fait chasser de Molenbeek par des gens qui se disaient « c'est notre quartier, c'est notre communauté, vous venez pas nous filmer ». Et après, ils se disaient belges, tout aussi belges que les Belges ethniques, indigènes. C'est évidemment tout le problème, c'est-à-dire que c'est une guerre de territoire. Oui. Et aujourd'hui, la France, on ne peut pas dire que la France est totalement submergée, mais certains quartiers ou certaines villes le sont. Nicolas, comment est-ce que vous comprenez la rémigration ? Pour moi, la rémigration,
c'est le retour dans leur pays d'origine de ceux qui n'ont rien à faire dans nos pays. Et moi, j'y suis favorable. On parle d'illégaux? Soyons précis. Qui sont ceux qui n'ont rien à faire chez nous? D'abord, ceux qui sont entrés illégalement. Bien sûr. Eux, ils doivent avoir qu'un seul droit, c'est d'être renvoyés. Il faut supprimer dans la Constitution la possibilité de régularisation, parce qu'en fait, c'est un appel d'air qui fait que ceux qui tentent de venir en Europe, prenant parfois des risques, engraissant les mafias et les passeurs, se disent qu'une fois qu'ils ont posé le pied sur le sol européen, ils sont sûrs de rester et d'être tôt ou tard régularisés, puis tôt ou tard même aujourd'hui naturalisés. Pedro Sanchez, voilà. en Espagne, avec 500 000. Ils continuent à régulariser. Il dit 500 000, mais c'est beaucoup plus. Bien sûr. Et donc, ce qu'il faut, c'est supprimer cette possibilité de régularisation. Donc, les premiers qui doivent partir, c'est les clandestins, ceux qui sont entrés illégalement. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont entrés légalement avec un visa, pour 2 mois, pour 3 mois, et qui restent ensuite. Et donc, eux qui se maintiennent illégalement, ils doivent partir aussi. Ensuite, vous avez une autre catégorie, c'est ceux qui sont entrés légalement. Ceux qui sont entrés légalement, ils ont bénéficié de la générosité de nos pays. Ils ont bénéficié du système éducatif, du système de santé, des aides sociales, etc. Bon. Il n'est pas choquant si ces gens-là ne sont pas intégrés, s'ils n'ont pas de travail, ou même s'ils ont un travail, mais qui pourrait parfaitement être occupé par un de nos compatriotes, eh bien, au bout de 5 ans ou 10 ans, de leur dire, votre titre de séjour est arrivé à expiration, vous avez vocation à repartir dans votre pays, parce que c'est la générosité de la France, elle ne s'exerçait pas à votre égard de manière irréversible et définitive, parce qu'un titre de séjour de 5 ans, ça vous donne droit d'être présent pendant 5 ans, mais pas plus. Et puis j'ajouterais qu'il y a une autre catégorie, c'est tous ceux qui bénéficient de titres de séjour, qui sont en situation régulière et qui commettent des délits ou des crimes en France. Par simple décision administrative, il n'y a pas besoin de modifier la loi, on peut parfaitement leur retirer le titre de séjour. Il n'y a aucune raison que l'on s'inflige le maintien sur notre sol de gens qui, aussitôt après avoir été accueillis généreusement par la France, commettent des exactions ou même des incivilités ou de la délinquance sur notre sol. Voilà. Donc, pour moi, la remigration, c'est faire partir tous ceux qui n'ont rien à faire chez nous, ne s'assimilent pas, n'aiment pas la France. Après, il y a un autre sujet. Parfois, certains disent qu'il faut aller au-delà, il faudrait par exemple remettre en cause les nationalités acquises et tout ça. Moi, je me place pas sur ce terrain-là. On peut en effet envisager l'élargissement des possibilités d'échange de nationalité française, parce que elles existent. On peut déchoir la nationalité française, mais il faut évidemment le faire dans le respect des grands principes du droit et des libertés fondamentales. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Voilà. Donc pour moi, la remigration, ça doit pas être un tabou. Et s'il s'agit simplement d'inverser la tendance qui est actuellement finalement à l'anarchisme migratoire, ça me semble parfaitement conforme à nos intérêts, parfaitement conforme au droit, et ça ne remet absolument pas en cause les libertés individuelles fondamentales. Vous êtes, Nicolas, un des rares eurodéputés qui parle des frères musulmans. Il y a un rapport qui a été publié l'année dernière par les services secrets français, qui a été finalement publié par le ministère de l'Intérieur, qui décrit les opérations des frères musulmans en France. Vous avez écrit vous-même un document de 80 pages sur les opérations des frères musulmans en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en bref comment fonctionnent en Europe les frères musulmans? Qu'est-ce que c'est les frères musulmans? Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, il faudrait interdire les frères musulmans en France et en Europe plus largement? D'abord, il y a des pays qui ont interdit les frères musulmans, c'est par exemple le cas de l'Autriche. Mais c'est vrai que c'est encore une exception en Europe et il faudra que ça devienne la règle. C'est un de nos combats. Ça fait des années maintenant que nous sommes nombreux, quelques responsables politiques, mais aussi des intellectuels, je pense à Madame Bergeau-Blaquet, etc., qui ont fait une description de ce qu'est l'entrisme et la méthode des frères musulmans. Les frères musulmans ont été créés, vous le savez, en Égypte. C'est une confrérie qui est islamiste et qui a un projet politico-religieux, ou en tout cas un projet d'utilisation de la religion au service d'un projet politique qui est un projet à la fois d'invasion et de prise en main de nos organisations politiques et sociales. Après les attentats que la France a subis, après les différentes étapes qu'on a connues depuis 15 ou 20 ans où les islamistes se sont exprimés sur notre sol et que la question de l'islamisme est rentrée dans le débat public, notamment avec les salafistes,
tout le monde dans l'image d'Épinal, dans l'imaginaire collectif, voyait d'abord les islamistes comme des gens, voilà, qui même par leur apparence physique, vestimentaire, étaient assez caricaturaux, assez marqués, et ne comprenaient pas qu'il pouvait aussi y avoir des islamistes qui avançaient masqués, qui de manière plus subtile, plus habile, mais pas moins dangereuse. Et c'est exactement ce qui caractérise les frères musulmans. Les frères musulmans ont une stratégie qui consiste à imprégner le tissu économique, le tissu social, à multiplier des initiatives sous des apparences d'ailleurs assez flatteuses, soutien scolaire, club sportif, activités culturelles, etc. Voilà. Oui. Mais en réalité, c'est une prise en main politico-religieuse de leur part, et c'est d'ailleurs ce qui explique que dans les banlieues françaises, là où la population d'origine immigrée est importante, eh bien ils ont réussi à pénétrer, à créer des associations, à se faire subventionnés par le pouvoir public, et les pouvoirs publics, que ce soit de gauche ou de la fausse droite, ont souvent péché par un mélange assez choquant de naïveté, mais aussi de cynisme. Naïveté parce que souvent ils voyaient des islamistes qui étaient en costume cravate et donc ils comprenaient pas que c'était des islamistes. Et puis lâcheté parce qu'ils voyaient aussi derrière tout ça une manne électorale, une clientèle électorale à obtenir, à satisfaire pour qu'elle facilite la réélection. Donc on a assisté, on a parlé beaucoup d'islamo-gauchisme, qui est une réalité, mais en réalité il y a un islamo-clientélisme qui touche aussi pas mal de maires, de présidents de collectivités de la fausse droite, qui ont fait preuve à la fois de cynisme et de lâcheté, et qui ont permis concrètement à ces islamistes, que ce soit d'ailleurs des salafistes, mais souvent plutôt la mouvance des frères musulmans, eh bien, d'obtenir des mosquées, d'obtenir des salles, d'avoir des associations subventionnées, parfois très lourdement subventionnées. C'est pas anecdotique, ça a représenté parfois des millions d'euros. Voilà. Et derrière tout ça, eh bien, il y avait une prise en main des populations avec un objectif qui était un objectif clairement islamiste. Donc, et je parle au passé, mais à tort, parce qu'en réalité, ça existe toujours. Ça existe toujours dans beaucoup de villes en France. Et c'est vrai aussi dans d'autres pays européens. C'est vrai en Belgique, c'est vrai en Allemagne, et on voit aussi que dans la mouvance islamiste au sens large, il y a des frères musulmans aussi des liens très étroits avec l'islam radical turc, les Miligorus, qui par exemple ont construit une mosquée monumentale à Strasbourg, avec qui ont obtenu des subventions absolument incroyables. Voilà. Donc tout ça, ça mérite d'être expliqué, d'être disséqué, pour montrer que voilà, il faut pas croire que les islamistes qui prospèrent dans nos pays et qui constituent une menace ont tous le physique et les vêtements de Ben Laden. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Et donc ça nécessite que les pouvoirs publics soient alertés, que la population soit alertée, et les islamistes, ils doivent être identifiés au regard de leur méthode, de leur discours. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, ils essayent de prospérer partout, d'imprégner vraiment la société, parce que c'est la stratégie des frères musulmans. Et on l'a vu à l'œuvre dans beaucoup de pays. Regardez par exemple la Tunisie. La Tunisie, après l'indépendance, a été laïque, sous Bourguiba, Ben Ali, etc. Et puis ensuite, les islamistes, le parti Ennahda, a gagné les élections parce qu'il avait réussi à imprégner la société tunisienne. Bon, heureusement, ils ont ensuite été chassés du pouvoir quelques années plus tard. Mais ça montre voilà la méthode. Et aujourd'hui, on est à la veille des élections municipales en France. Eh bien, il y a dans un certain nombre de villes des listes dont on voit clairement qu'elles sont à l'instigation des frères musulmans. Alors, évidemment, ils le font pas avec ce label-là. Ils le font avec des labels locaux, avec des associations d'intérêt locales, etc. Mais quand on voit qui sont les candidats, quand on voit quels sont leurs liens avec les prédicateurs des frères musulmans, eh bien, on est en droit de s'inquiéter. Deux membres du parti ECR, Charlie Weimers, le suédois, et Emmanuel Fracos, le grec, appellent à l'interdiction d'Al Jazeera, qui est considéré par certains un porte-parole islamiste. Qu'est-ce que vous pensez en tant que Français d'une interdiction avec des liens? Le Qatar a énormément investi en France, avec le PSG bien sûr, mais un investissement immense qatari en France. Les Qataris financent aussi beaucoup de mouvances islamistes. Ils ont financé énormément d'organisations terroristes au Moyen-Orient. Des liens très étroits avec le Hamas, entre autres, qui avaient leur base d'opération là-bas, des liens très étroits avec le Taliban, qui était basé pendant la guerre en Irak. Le gouvernement en exil du Taliban était basé à Doha. Qu'est-ce que vous pensez, Nicolas, d'une interdiction comme ça, d'imprégner la liberté d'expression, d'arrêter de mettre... Nous sommes très attachés à la liberté d'expression.
Et la liberté d'expression, aujourd'hui, elle est clairement menacée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler librement d'un certain nombre de sujets, dont l'immigration et l'islam. Très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de médias qui censurent, s'autocensurent et veulent imposer l'autocensure, c'est-à-dire veulent empêcher que les gens puissent parler librement de sujets qui sont pourtant des sujets politiques centraux et peut-être même prioritaires, qui nécessitent évidemment un débat public le plus apaisé possible. Voilà. Moi, ça me dérange pas de débattre avec des gens qui pensent que l'immigration est une chance pour la France. On a de plus en plus de mal à les trouver quand même ceux-là, hein, parce que même les responsables politiques de gauche aujourd'hui n'osent plus dire ça pour ne pas perdre le peu d'électeurs qui leur restent. Bon, Oui. mais malgré tout, moi, je suis attaché à la liberté d'expression par principe. Maintenant, lorsqu'il y a des médias comme Al Jazeera qui sont des vecteurs ouvertement de l'islamisme, eh bien, il n'y a aucune raison de les traiter comme des journalistes, il n'y a aucune raison de les traiter comme des médias traditionnels. Ce qui caractérise les médias traditionnels, c'est normalement, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est normalement d'avoir un minimum de recul sur l'information, de traiter les choses, même quand ils sont des médias d'opinion, avec une forme d'impartialité, une forme de neutralité qui permettent la liberté d'expression et qui permettent ensuite à l'opinion publique de se faire, et à chacune et à chacun de se faire sa propre opinion. Les médias sont là pour éclairer. Quand je dis les médias, c'est au sens large. Les sources d'information aujourd'hui se sont diversifiées et c'est heureux. Et il y a beaucoup de médias qui aujourd'hui prospèrent, se développent par les canaux numériques, etc. et pas simplement par les canaux traditionnels. Mais s'agissant d'Al Jazeera, je partage la position de mon ami Charlie Weimers et d'Emmanuel Fracos, qui est mon collègue et ami grec. En effet, c'est un média qui ne doit pas pouvoir librement émettre en Europe, alors que c'est un vecteur islamiste de manière évidente, affichée, ouverte. Et puis, s'agissant des pays qui font des investissements en Europe, notamment le Qatar, et pas seulement des investissements. On a eu à faire face ici au Parlement européen à un scandale de corruption. Police have seized hundreds of thousands of euros in cash. The Qatargate scandal. Où des socialistes italiens principalement et belges d'origine italienne et une vice-présidente grecque du Parlement se sont fait corrompre par le Qatar par centaines de milliers d'euros en argent liquide. Je crois qu'on doit choisir nos alliés dans les pays, notamment dans les pays du monde musulman. Oui. On doit choisir nos alliés. À l'évidence, les Émirats arabes unis sont un allié. Un allié fiable des pays européens, un pays qui respecte les libertés fondamentales, qui combat les frères musulmans et avec d'autant plus de mérite que c'est un pays musulman précisément, et à l'inverse, le Qatar, parce qu'il défend les islamistes, parce qu'il est lié aux frères musulmans, parce que, comme vous le dites très justement, il soutient et il finance le Hamas, eh bien, on doit cesser de lui dérouler le tapis rouge comme on le fait de manière totalement inconsidérée depuis maintenant des années et des années. Voilà, donc il faut choisir nos alliés, et si on veut éradiquer l'islamisme en Europe, en France, en Belgique, eh bien, il faut commencer par cesser de chouchouter ceux qui sont les soutiens et les financiers les plus actifs depuis l'étranger de cette mouvance islamiste sur le sol européen. Ma dernière question, Nicolas, vous l'avez mentionné, il y a une méga mosquée qui est en train d'être construite à Strasbourg. La plus grande mosquée d'Europe, d'ailleurs, dans une des capitales de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de ces méga mosquées qui sont financées un peu partout en Europe aujourd'hui, souvent par des pays étrangers? Est-ce que vous seriez pour l'interdiction de financement par des pays étrangers de méga mosquées et de lieux de culte, que ce soit en France ou dans le territoire de toute l'Union européenne? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut même aller au-delà. Il faut que les musulmans qui souhaitent honorer leur Dieu aient la possibilité de le faire, bien sûr. Nous sommes attachés à la liberté religieuse, mais ils peuvent le faire dans des espaces, dans des salles, dans des bâtiments qui respectent notre spécificité de pays chrétien et par conséquent sans ostentation. C'est-à-dire des bâtiments où il n'y a pas des minarets monumentaux, etc. Et donc là, on voit bien que c'est une démonstration de force politique. La mosquée de Strasbourg dont vous parlez, elle est financée par la Turquie. Donc ça pose un double problème. Ça pose le problème en effet du traitement de ce genre de situation sur notre sol. Et donc moi je vous dis, la réponse est claire. Il faut interdire les financements étrangers, il faut interdire les mosquées monumentales et il faut donc contraindre la pratique de l'islam à la sphère privée. Et puis, il faut aller au-delà. Il faut cesser de traiter la Turquie avec tous les égards, comme on le fait aujourd'hui.
Je rappelle quand même que l'Union européenne a versé en 20 ans 50 milliards d'euros à la Turquie au titre des fonds 50 milliards 50 milliards d'euros au titre de la Banque européenne d'investissement, au titre des fonds de préadhésion, parce que je rappelle que la procédure d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'a jamais été arrêtée. On peut dire qu'elle est en stand-by en quelque sorte, mais elle n'est pas arrêtée alors qu'elle devrait être formellement refermée. Et donc c'est parce qu'elle n'est pas formellement refermée que la Turquie continue de toucher des fonds au titre de la préadhésion. La Turquie touche aussi des fonds pour maîtriser l'immigration, ce qu'elle fait fort mal, et souvent d'ailleurs elle fait le contraire. Elle utilise l'argent qu'on lui donne pour mettre la pression directement à nos frontières, en Bulgarie, en Grèce, etc. Donc la Turquie à l'évidence se comporte comme un adversaire. Erdogan a une visée expansionniste. On pourrait parler, ce serait long, mais de l'Arménie, qui est un pays allié et ami, premier pays chrétien, à l'égard duquel on a naturellement un devoir de solidarité. La Turquie maintient en réalité son projet d'éradication pure et simple de l'Arménie en utilisant l'Azerbaïdjan comme son bras armé. On pourrait parler de la partie nord de l'île de Chypre, qui est envahie depuis plus de 50 ans par la Turquie. Donc on a un des États membres de l'Union européenne qui est occupé militairement par la Turquie, et ça s'est fait dans des conditions abominables. Et donc rien que pour ces raisons-là, on devrait cesser de traiter la Turquie avec autant d'égards. Je vous signale par exemple que la Turquie bénéficie de l'union douanière depuis 1995, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, avec l'Union européenne. Ça lui permet de faire l'essentiel de son commerce extérieur avec sur le marché européen. C'est-à-dire qu'elle a des avantages économiques et commerciaux comme aucun pays dans le monde n'en a. Voilà. Bon, il serait peut-être temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça, traiter Erdogan et le régime turc pour ce qu'il est, un régime islamiste, donc qui se comporte comme un allié, comme un ennemi, et qui doit être traité comme un ennemi. Parce que aujourd'hui, eh bien, toute l'influence turque en Europe consiste à essayer de détruire ce qui fait notre identité et à développer, derrière tout ça, on le sait, il y a une espèce de projet de grand empire ottoman. C'est ça le projet d'Erdogan. Donc voilà, je pense qu'il est temps d'avoir une clarification. On ne combattra pas l'islamisme uniquement sur notre sol, c'est uniquement en ayant une vraie cohérence géopolitique. Et la cohérence géopolitique, ça consiste à choisir nos alliés et à identifier ceux qui sont nos ennemis. Nicolas Bay, un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.